Avant toute chose, je voudrais remercier Roger Pierre Turine qui a eu l'amabilité de bien vouloir être mon co-locuteur ce soir. Pour des raisons techniques, nous avons décidé de parler chacun à notre tour et comme je suis plus âgé que lui, c'est moi qui commence. En parlant d'âge, une des raisons que je suis ici, d'abord c'est parce que je suis encore vivant et en plus de ça, que à cause de mon âge, j'ai vécu de l'intérieur ce dont je vais vous parler ce soir, c'est-à-dire l'évolution des collections et du marché de l'art ethnographique en Belgique entre 1885 et 2015. J'ai vécu entre, je dirais, le milieu des années 1950 jusqu'à nos jours, l'évolution de tout ce marché. Donc je peux en parler à la première parole parce que je suis devenu acteur dans ce milieu-là, d'abord en tant que petit collectionneur et petit passionné, et puis en tant que marchand depuis donc le milieu des années 1950. Je dédie cette causerie d'abord aux bons marchands belges d'ethnographie passée et présente, car sans les marchands, il n'y aurait pas eu de collection. Et je profite que vous êtes tous là, parce que certains vont partir, parce que ça va durer un peu de temps, de l'occasion qui m'est donnée pour rendre hommage à quelques marchands belges qui ont fait la différence. Je parle de ceux qui sont encore parmi nous. Et je commence par Émile Deltaille, que j'ai connu quand j'avais encore de courtes culottes. Vous le connaissez tous à cause de l'art précolombien, mais moi je l'ai connu vendant de l'art africain, de l'art océanien et de l'art indonésien. Dans les gens dont je vais parler, il y en a certains qui ne m'aiment pas, ça c'est leur problème. Mais il faut quand même que je leur rende hommage. Et je commence par Philippe Guimio, qui m'a mis le pied à l'étrier quand j'étais encore jeune collectionneur et coureur de brousse en Afrique et qui m'a appris le métier de marchand. Je continue par parler de Pierre d'Artevel, qui est un personnage incontournable parce qu'il a couru toutes les salles de vente, toutes les vieilles collections. Il a couru en Afrique pendant des années avec une énergie. Et c'est lui qui était quand même le plus grand fournisseur du marché belge et étranger pendant des décennies. Je continue par mon ami Pierre Loos. Non seulement parce que c'est un marchand intègre qui a toujours eu une marchandise propre, mais en plus de ça parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous sommes tous là et que Brunet a fait là. Je fais un petit clin d'œil à mon petit père, Willy Mestac, qui, souvent, beaucoup l'ont oublié, était avant tout un marchand, avant de devenir collectionneur, et qui était artiste, et puis qui est devenu marchand. Et je termine par la nouvelle génération, Didier Claes, qui a fait la différence. C'est lui qui a amené notre métier à un nouveau niveau. C'est lui qui l'ouvre à l'international. Et si à Bruxelles, il y a des gens qui viennent de partout au monde aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui, parce qu'il a réussi à donner un petit côté, je ne dis pas ça méchamment, mais bling-bling, mais à faire mousser la bière. Voilà. Maintenant, il est temps que je commence avec les choses sérieuses. Je parlerai peu des collections officielles assemblées par les scientifiques, les militaires, les missionnaires ou les sociétés concessionnaires au Congo, telles que la Compagnie du Kasaï. Le sujet qu'on aborde ce soir est énorme et mon temps est limité, donc ma causerie ne sera en fait qu'un rapide résumé. En 1885, la Belgique collectionnait l'ethnographie d'abord par participation aux découvertes et à l'aventure coloniale, mais aussi par goût de l'exotisme, par curiosité, rarement par goût du lucre. La recherche de la beauté n'est venue que plus tard. Donc nous allons commencer par 1885-1900, qui est la décennie
où la Belgique découvre l'ethnographie congolaise. Ceci est une photo de l'exposition de 1897 au musée de Tervuren. Et si vous regardez bien en détail, vous ne voyez quasi pas de sculpture. Par contre, il y a beaucoup d'ethnographie, il y a beaucoup d'armes, et il n'y a qu'un seul masque, qui est le masque boa, qui se trouve là. À l'époque, à cause de l'intérêt en Belgique pour les campagnes dites anti-esclavagistes qui avaient cours au nord et à l'est du Congo, le public belge, aussi bien scientifique que les gens du commun, suivait pas à pas les valeureux soldats belges qui se déplaçaient et se battaient contre les Arabes au Congo et qui en ramenaient des armes et des boucliers qu'avec grande joie ils mettaient sur les murs de leur maison. Et vous voyez ici, ceci c'est l'appartement de Ward, le sculpteur célèbre qui a fait ces sculptures-là, dont certaines sont encore au musée de Tervuren pour l'instant. Et vous voyez qu'en plus des têtes d'éléphants, il y a des panoplies avec toutes sortes de saguets, toutes sortes de trucs, mais très peu de sculpteurs, très peu de sculptures congolaises, parce que, quelque part, il se sentait menacé par la sculpture congolaise, à un tel point que lui-même a fabriqué des statues Luba et des statues Songye. Si vous voulez les voir, elles sont au Smithsonian à Washington pour l'instant. Les gens recherchaient à l'époque des armes qui étaient bien faites, et si possible en matériaux nobles. Nous avons ici comme matériaux nobles l'ivoire et là le laiton. Les gens étaient impressionnés par le bel ouvrage. Ils voulaient bien que les choses soient exotiques à condition qu'elles soient bien faites. Et c'est pourquoi il y a eu un tel engouement pour les coupes Kuba qui étaient décorées avec une horreur pour le vide. Chaque millimètre, chaque centimètre était décoré non seulement avec soin, mais aussi avec symétrie, et c'était apprécié. D'autres objets qui étaient appréciés à cette époque-là, c'est des tabourets. Des tabourets parce que ça représentait, c'était l'emblème de la chefferie, et c'était bien sculpté, c'était propre. Il fallait surtout pas qu'il soit trop empoyé, qu'il soit trop sale, qu'il y ait trop de trucs dessus. Donc, il est même probable que ce fameux tabouret, dont on connaît trois du même sculpteur, était en fait une œuvre de commande. Okay. À l'époque, on essayait d'avoir des choses bien faites, et c'est pourquoi je montre ces deux objets qui, eux, sont des objets qui ont été faits par des sculpteurs africains pour les Africains. Mais dès qu'ils sont arrivés en Europe, on leur a enlevé l'huile, la graisse, les croûtes, le sang et toutes sortes de produits qui étaient en fait le signe visible de l'utilisation. Ça a été enlevé parce que ça risquait de salir les appartements. Pierre, tu dors. D'accord. Ce que peu de gens savent, c'est que déjà, avant 1900, on a demandé aux sculpteurs de faire des sculptures spécifiquement pour nous. Celle-ci a été ramenée par le fameux Visser, le commerçant allemand qui était à Loango. Elle a été faite à sa demande et elle se trouve maintenant au musée de Dresden. Ce qui veut dire que quand vous trouvez dans le commerce un objet avec une étiquette Visser 1890, ça ne veut pas dire que l'objet a été fait pour les Africains. Il y a une grande chance qu'il ait été fait sur commande, car Visser était un fin commerçant qui a rapporté beaucoup d'objets et qui a fourni beaucoup de musées européens en statues du Bas-Congo faites d'après ses spécifications. Si vous regardez avec soin
le catalogue qui s'appelle Unkisi, qui a été édité par le musée de Dresden, et que vous le regardez avec un regard nouveau, vous allez vous apercevoir que la moitié de ces objets ont ce que certains de nous qualifieraient de faux, alors que ce n'est pas des faux, c'est des objets de commande. Ces commandes ne se limitaient pas aux objets en bois. Il y a par exemple Monsieur Tonnoir, qui était le spécialiste des Babouma, qui a demandé qu'on fabrique des objets parce qu'il ne voulait pas les objets qui étaient sales, sur lesquels il y avait du caca de poule et des trucs de genre-là. Il voulait des objets neufs. Et il a commandé au meilleur potier de sa région de faire des poteries pour nous. Ça ne s'arrête pas là. Il y a le fameux Voania qui habitait dans le village de Mouba, qui lui, traditionnellement, faisait des urnes funéraires pour les gens de son village et les gens des environs. Mais les Européens qui ont vu son travail et ça leur plaisait, il a commencé à travailler pour eux, et pour finir, il ne travaillait plus que pour eux, parce qu'il n'avait plus de temps pour travailler pour les gens de son village. Néanmoins, les œuvres de Voania, de Mouba, sont célèbres de par le monde, et on les trouve dans les plus grands musées. Donc, il faut faire attention à ce qu'on appelle faux et pas faux. Ce n'est pas aussi évident que ça. Voilà typiquement des objets faits pour les Européens à partir de 1880 en matériaux nobles, c'est-à-dire les cornes d'ivoire, qui étaient historiés et qui racontaient des histoires. On ne va pas rentrer là-dedans maintenant, mais tout le monde connaît celles-là parce qu'elles sont célèbres. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que chez les Louba aussi, on a demandé de faire des ivoires pour nous, aussi bien que des sièges et déjà des masques. Ça ne s'arrête pas là. Dans l'Ouélé, bien avant l'arrivée de Lang et Chapin en 1909, ces objets ont été fabriqués pour le Museum of Natural History à New York en 1912 à la demande de Lang et de Chapin. Mais ces objets-là étaient aussi demandés à l'époque, c'est-à-dire des sculptures en bois. Ceci n'existe même pas, c'est une invention totale, ou bien des statues soi-disant d'ancêtres dans un style soi-disant Mangbetu, bien que le Mangbetu n'en était pas les facteurs. Nous arrivons maintenant à la période entre 1900 et 1930, où il y a eu les premières expositions d'art nègre. Art nègre, dans ce contexte-ci, nègre est un terme noble. Et ce qui est drôle, c'est que dans ce fameux art nègre était inclus l'art polynésien, l'art du Pacifique, l'art de Nouvelle-Guinée, l'art précolombien, tout ça c'était de l'art nègre. Et ça correspond à peu près à l'époque art déco, où les gens, au lieu de regarder aux objets d'ethnographie africains ou autres comme étant des curiosités exotiques, ils ont commencé à comprendre la valeur artistique de ces objets, d'où le mot art avec un grand A. En plus des objets-là, on commençait maintenant à avoir un certain intérêt pour les objets authentiques employés par les Africains, et c'est surtout les missionnaires qui ont rapporté des objets, et heureusement pour nous, eux n'ont jamais touché les objets. Ils n'ont pas changé la couleur, ils n'ont pas enlevé des plumes, ils n'ont pas remis des perles, ils sont comme ils sont, et c'est pour ça que je vous invite à aller voir l'exposition qui se trouve au musée Bellevue, où vous allez voir des objets récoltés par les jésuites qui sont dans leur jus, comme on dit. Une belle leçon. Voilà par exemple l'objet à droite, il est dans cette exposition. Et alors je montre qu'au lieu d'avoir des coupes tout simplement géométriques, maintenant on s'intéresse à des coupes qui ont vraiment servi à des dignitaires africains dans un contexte rituel. Le malheur est qu'ils ramenaient des objets tout à fait authentiques. Il y a le même objet, la même main qui a été rapportée par Torday et Joyce et qui est au British Museum. La différence, c'est que celui-ci a été nettoyé, on a enlevé la croûte et on a fait une belle patine art déco. Il a commencé aussi par avoir des copies
copie dans le sens qu'on a copié un objet existant. Dans le cas présent, le vrai Apunuc était dans le village. Et le père Coll, pour ne pas le citer, a commandé aux sculpteurs du village de refaire un Apunuc tout neuf qui a été exposé à l'exposition d'Olbrecht en 1939. Mais il est tout neuf. D'ailleurs, il ne pèse rien. Il n'y a pas un gramme, mais c'est le même sculpteur qui l'a fait avec une grande maîtrise. C'est un objet somptueux, mais qui n'a jamais été employé. Il y avait aussi ce qu'on appelait les objets cadeaux. C'est-à-dire quand le gouverneur ou quand le chef militaire ou quand le grand Maus de l'église catholique arrivait dans le coin, on préparait pour eux une statue de roi, Kuba, chez les Kuba. Et d'après le grade du personnage était plus ou moins grande. Et quand c'était vraiment le grand Manitou qui arrivait, elle était en ivoire. Celle-ci, elle est grande comme ça. En ivoire, elle pèse 7 ou 8 kilos. On aimait aussi les objets mignons. L'objet mignon, un petit personnage debout sur une antilope qui ne font pas devant ça. Le problème, c'est que ce n'est pas été fait pour eux, ça a été fait pour nous. D'autres sujets mignons, la maman avec son bébé, qui elle a été faire des centaines d'exemplaires, a commencé déjà par 1875. Nous connaissons des objets, donc des maternités Bakongo de 1875, qui n'ont jamais servi un jour. Il ne faut pas en déduire, attention quand même, que toutes les maternités, les FEMBA, vous les appelez comme vous voulez, sont fausses ou ont été faites pour nous. Il y en a qui ont été faites pour eux, et quand vous voyez, vous verrez directement la différence. Un autre objet qui a été fait pour le père Coll et qui est maintenant dans ma collection, c'est un objet de commande fait pour les pères blancs au début du XXe siècle, mais qui est un style d'objet qui est une interprétation d'un style classique. Ils ont simplement changé la coiffure de ce personnage-là pour lui mettre un personnage plus au goût du jour que la coiffe traditionnelle Louba. D'autres matériaux où là il y en a eu des dizaines de mille, et je connais le chiffre, et je ne sais pas combien de dizaines de mille, mais des dizaines de mille, c'est les haches qu'on appelle Songye ou Tetela, avec des personnages, avec plusieurs têtes ou peu de têtes. La plupart ont été faites pour nous et non pas pour eux. Mais alors, comme les Blancs aimaient bien les matériaux un peu nobles, on faisait parfois là en peau de serpent ou en peau de varan, ou même parfois en ivoire. Il y en a avec des manches en ivoire. Alors quand vous comparez cet objet-ci, qui est bien fait, mais qui n'est pas de la toute grande ferronnerie, et un objet qui a été fait pour un dignitaire Kuba, si vous voyez le détail de la forge, le détail du poinçonnage ici, et l'inclusion, déjà la forge en elle-même est fantastique, vous aurez vite compris la différence entre ce qui a été fait pour nous et pour eux. C'est l'époque aussi où on ramassait des petits pendentifs parce que c'était mignon. Celui-là a été fait pour eux, probablement au milieu du 19e siècle, et il appartenait à la collection Stockley. Et si vous avez encore le temps demain, allez le voir. Il est en face à l'Annonciature, à l'exposition Uzuri. Après le passage de l'expédition Lang et Chapin dans l'Ouélé, il y avait une demande pour des cruches en terre cuite. Attention, il y avait des cruches en terre cuite avant qu'ils n'arrivent, mais elles n'avaient pas nécessairement cette forme-là. Ce qu'on leur a demandé, c'est de leur ajouter cette forme mangbétouisante extrême de la coiffure, parce que des gens qui étaient sur place avant Lang et Chapin ont ramené des cruches en terre cuite qui n'ont pas nécessairement les mêmes motifs ni la même élégance, mais qui ont servi dans un contexte tout à fait rituel et traditionnel. Les gens évoluent et maintenant ils veulent des objets qui ont du prestige non seulement pour eux, mais aussi pour les gens du Congo. Donc ils cherchent les emblèmes du pouvoir, que ce soit un apunuc ou que ce soit une canne de chef.
ils préféraient les cannes du chef parce que pour eux, les cannes de chef, parce que pour eux, ils avaient l'impression qu'en possédant un objet royal, ça leur donnait une certaine noblesse à eux-mêmes. Alors que les objets, qui sont les objets les plus intimes des grands chefs Luba, c'est-à-dire les appuis-nuques, là où tous les soirs le régnant se repose et met sa tête, et de ce fait-là sanctifie l'objet, ça ils aimaient moins parce qu'il y avait de la graisse, parce qu'il y avait de l'huile, etc. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'on apprécie les objets ayant leur surface de terrain. En parlant de ça, je vous montre une photo faite en 28 par le révérend Burton d'objets célèbres. Celui-là est à Washington, celui-là est à Minneapolis, celui-là est chez moi. Et c'est des objets qui ont été achetés par la famille Reisdorf, qui était le gouverneur général, et qui sont rentrés en Europe vers 1930. Alors, si vous regardez ces photos de cet objet-là et de cet objet-là, et vous comparez aux photos des objets se trouvant dans les musées aujourd'hui, vous allez vous apercevoir qu'ils ont un peu changé. Il y en a qui ont des nouveaux caleçons, d'autres ont des nouvelles perles, d'autres n'ont plus rien. Il y avait une mode à l'époque d'enlever, avant que la mode ne revienne, de remettre. Et souvent, on remettait ce qu'il ne fallait pas remettre. Et donc, on voit parfois des statues Luba avec des perles du monde Yaka, et vice-versa, ce qui est assez surprenant. Alors, pour ne pas se tromper, on enlevait tout. Et voilà. On a gardé la corne, on a gardé une petite ceinture, un petit collier, tout le reste disparu. Nous entrons maintenant dans les années 1930 et 1950. Dans quelques minutes, notre ami Roger-Pierre Turine va vous parler de la peinture congolaise qui a commencé, enfin qui a été découverte en Belgique vers les années 1938-1939. C'est la grande découverte de la peinture congolaise. Donc ça, c'est l'événement pour moi capital de cette année-là. Et d'ailleurs, il vous dira certainement qu'il y a eu un mini-scandale. Parce que quand les peintures congolaises ont été exposées à Paris, les journalistes, désolé pour ton métier, les journalistes français refusaient d'accepter qu'un Congolais puisse peindre. Et il a fallu faire des démarches et ramener des gens et des photos pour montrer qu'en effet, c'était des Congolais qui avaient peint. Mais Roger Pierre va nous en parler plus en détail bientôt. Maintenant, l'autre événement qui a eu lieu dans cette année-là, c'est la grande exposition à New York d'art africain. Cet objet-là s'y trouvait et il appartenait à un collectionneur belge. J'ai décidé, pour plusieurs raisons, de ne pas donner de nom ce soir. Je ne vais pas donner le nom des collectionneurs, je ne vais pas donner le nom des marchands, parce qu'autrement, on est là pendant 3 jours. L'autre événement qu'il y a eu pendant cette année-là, c'était la grande exposition organisée par Olbrechts, qui a eu lieu à Anvers en 1937, fin 37, début 38. Et l'importance de cette exposition, ce n'est pas tellement pour les objets qu'il montrait, mais c'est sa philosophie. C'est le premier qui a essayé, sur des bases d'esthétique pure et de forme, à déterminer d'où venaient les objets en employant une méthode qu'on emploie toujours aujourd'hui, la méthode Olbrechts, qui prend des objets dont on est certain d'où ils provenaient, et par extrapolation, on peut plus ou moins deviner d'où viennent les autres. Un autre événement tout à fait comique, dont peu de gens sont au courant, on est en pleine guerre. On est en pleine guerre, on est vers les années 1943-44. Au Congo, il y avait un musée. Le premier musée qui a ouvert au Congo, c'était le musée de la vie indigène à Kinshasa. Qui a eu l'idée? C'était M. Van den Bosch à l'époque. Qui a eu l'idée? Personne ne sait. Toujours est-il qu'il y a 3000 kilos d'objets d'art congolais qui sont remontés le Nil pour arriver à une exposition à Alexandrie
après ça au Caire, après ça à Beyrouth, après ça à Damas. Donc l'art congolais, qu'on connaissait à peine chez nous, était déjà connu au Moyen-Orient. D'ailleurs, vous voyez les dignitaires avec leurs petits pots de fleurs sur la tête. Ça, c'est des objets. Donc, pendant ces années-là, je crois que ça a commencé en 1943 et que ça a terminé en 1946, cette exposition. C'est aussi l'année des premiers marchands officiels et je voudrais rendre un hommage Jeanne Walcott, art nègre. C'était un bracelet en argent. 17 rue de la Madeleine, Bruxelles. Il y a même son téléphone. Pas son GSM, mais il y a son téléphone. Jeanne Walcott mérite qu'on la remercie tous. Parce que non seulement, grâce à elle, l'art du Congo a été vendu dans tous les pays européens, il est aussi parti en Amérique. Mais quand cette brave dame est morte, elle a, par le biais de Mademoiselle Wangelu, auquel je rends aussi hommage ce soir, donné toute sa collection au musée de Tervuren. Elle n'a jamais été remerciée. Jamais. Alors que si on veut faire les petits comptables et sortir une calculette et qu'on additionne tout ce qu'elle a donné, il y en a pour des millions. Alors je trouve qu'il serait temps, si les autres ne le font pas, de la remercier. Voilà deux vues de son magasin. Là, vous voyez, il y a naturellement, comme toujours, des armes, des tabourets, statuettes, instruments de musique, un peu d'ethnographie, des tissus, etc. Alors, à Paris, il y a eu une grande exposition où il y avait notamment ces objets, des chefs-d'œuvre de l'art Louba, mais auxquels on a ajouté une patine française. C'est-à-dire qu'on les a passés au buffle et à la cire pour qu'ils brillent bien et qu'ils soient bien beaux. C'est aussi l'époque où les peintres français et les antiquaires et surtout les décorateurs découvrent par le biais des tissus Kuba l'art africain. Et d'ailleurs, comme notre ami Vulpert nous a montré hier, ils ne se sont pas gênés d'interpréter directement et de s'accaparer les motifs africains. Dans les boutiques de Bruxelles, on trouvait des nattes. Ça, c'est des nattes funéraires Bakongo et des tissus venant d'Ngende, d'Ngongo ou des Showa. Vous remarquerez que ces masques ne sont pas abîmés, qui sont en relativement bon état, parce qu'il était encore difficile à l'époque d'acheter des objets fragmentaires. On aimait les objets bien propres. En voilà un. En voilà un qui est bien propre et qui a manifestement été ciré et où, si vous regardez bien, il n'y a pas de charge ventrale, donc il est fort probable que cet objet, bien qu'il soit sculpté par un grand maître, n'ait jamais été sacralisé. 1950-1960. L'Expo 58. L'Expo 58, c'était le moment pour les Belges de montrer qu'ils respectaient l'art congolais et que le Congo avait inspiré les artistes belges. Donc, il y avait un pavillon du Congo où non seulement on voyait de l'art rituel africain, on voyait aussi de l'art moderne africain, on voyait de la peinture congolaise, mais on voyait aussi des peintres belges qui avaient résidé au Congo. Je ne vais pas vous citer tous les noms, mais le catalogue existe, et leur vue du Congo, et parfois l'interprétation d'artistes belges, aussi bien des sculpteurs que des peintres de l'art congolais, la manière dont eux le concevaient. C'est aussi l'époque où on aime transformer les objets. Cette statue célèbre qui se trouve au Musée royal d'Afrique centrale, que tout le monde a admiré, qui était dans les catalogues, dans les vieux catalogues, quand elle est née, elle n'était pas comme ça. D'abord, la base n'était pas ronde, elle était carrée, et en plus de ça, elle était polychrome. Donc quelqu'un a, pour la rendre plus
plus authentique ou plus belle, l'a un tout petit peu transformée. Heureusement, celle-ci, on ne l'a pas transformée, on l'a laissée comme elle était. Peut-être que les perles ne sont pas d'origine, mais en tous les cas, on n'a pas transformé sa surface, on l'a simplement un peu nettoyée. C'est l'époque aussi où, sous l'influence de l'art moderne qui avait cours à cette époque-là dans les galeries, les collectionneurs d'art africains, d'ethnographie, commencent à rechercher un nouveau regard. Ils commencent à chercher une vue plus moderne. Et là, nous avons d'un côté Jeff van der Straten qui, bien qu'étant un grand classique, commence à s'intéresser à l'art légat et aux formes plus hardies. Et son ami de l'époque, Willy Mestak, a continué et il a même poussé la balle plus loin parce que Willy, lui, préférait le vrai minimalisme. Il disait « less is more, more is plus ». OK? Donc, ça date de cette époque-là. Nous entrons maintenant dans les années 1970. C'est d'abord, avant toute chose, l'indépendance du Congo qui, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un choc pour nous tous en Belgique. On en a tous été bouleversés parce que d'abord, on ne s'y attendait pas. Et puis, que nous avions tous des oncles qui étaient au Congo ou des tantes. Et c'était vraiment un choc pour nous. Un autre choc était au niveau financier quand la vente à New York à la galerie Parker Bennett, la collection Helena Rubinstein a été vendue et a atteint des chiffres jamais vus. Mais le grand événement de la fin des années 60 et qui a vraiment bouleversé notre métier, c'est la guerre du Biafra. La guerre du Biafra qui a commencé en 1967. Et je suis certain que beaucoup d'entre vous se rappellent le drame de la guerre du Biafra, les mouvements de population, l'invasion de soldats musulmans. Il n'y avait pas encore Boko Haram, mais il existait quand même, de musulmans qui sont venus, de soldats musulmans, surtout des Hausa et d'autres qui sont venus du nord, qui ont envahi les villages animistes du sud. Eux, à l'époque, n'étaient pas fous. Ils n'ont pas détruit les objets, ils les ont simplement récoltés et ils ont été les vendre. Voilà. Donc, sont arrivés sur le marché européen et américain des objets d'un type qu'on n'avait jamais vu. On n'avait jamais vu ce type d'objet-là. Oron, on connaissait une photo, mais on ne connaissait pas les vraies statues. Igbo, on connaissait une petite statue qui était au British Museum, mais c'est à peu près tout. Je ne vais pas vous citer toutes les tribus du sud Nigeria, parce qu'il y en a tellement, mais si vous regardez le catalogue de l'exposition de Zurich de 1971, vous allez voir toutes les tribus qu'on ne connaissait pas avant et qu'on a découvert. On a aussi découvert les bronzes du Bas-Niger, dont on connaissait un ou deux exemplaires, mais qui n'étaient pas comme ça au British Museum. Mais là, grâce à des fouilles qui ont été faites dans la région d'Abraka, on a trouvé des centaines d'objets, dont certains se trouvent au musée de Tervuren pour l'instant. Philippe Guémiot, à l'époque, était au Cameroun, et il a fait le terrain. Il a fait le terrain d'une manière sérieuse, il a été de village en village, parlé de chef en chef, et il a sorti aussi d'objets de tribus que personne ne connaissait, notamment les Mambila, que maintenant, ça fait partie de notre dialogue de tous les jours, mais c'était inconnu, et vous voyez un masque à la droite. Tout ceci pour dire que pendant ce temps-là, en Belgique, qui était un tout petit peu réfractaire à ces nouveautés, et puisque nous n'avions pas d'acteurs directs sur le terrain au Nigeria, moi j'étais sur place, mais je ne revenais pas, donc les objets arrivaient surtout à Paris, à Londres et à New York, mais beaucoup moins, et un tout petit peu en Allemagne, mais beaucoup moins en Belgique. En Belgique, on continuait à collectionner de l'art du Bas-Congo. Heureusement, on lui foutait la paix, on le laissait comme il était. Et c'est aussi les années où des Belges ont fait des découvertes sur le terrain. Et je fais référence
aussi ici à la découverte de ça c'est la fameuse photo de Goldstein, où sont alignés ce qu'on appelle le lignage de Kimano, d'autres appellent ça le trésor de Kimano. Pour votre information, cette statue-ci, on peut la voir à l'Annonciature. Il y a une autre photo qui est beaucoup moins connue, qui est celle-ci, qui est un groupe différent, sauf celui-ci, c'est celui d'Annonciature. Celui-là, il se trouve chez un ami à Paris, et celui-là, qui à l'époque avait encore toute sa croûte, il est parti en Amérique. C'est un chercheur de terrain belge qui l'a amené à J.J. Kleshman à New York, qui l'a nettoyé. Voilà. La sculpture reste parfaite, mais la surface est propre, donc civilisée. C'est une époque aussi où commencent les collections thématiques. Nous avions en Belgique des centaines de collectionneurs, petits et grands. Et moi, je dirais que les collectionneurs normaux qui aimaient bien devenir spécialisés dans ce qu'ils faisaient, ils préféraient les collections thématiques. Donc il y en a qui collectionnaient les peignes, les autres les sifflets, les autres les armes, les autres les ivoires, parce que, pour finir, le collectionneur qui met non seulement sa passion, mais son cerveau, mais aussi son argent dans ce qu'il fait, il a intérêt à connaître. Donc il étudie, et il étudie peut-être beaucoup mieux que les scientifiques, parce que c'est son truc. Et pour finir, nous avions en Belgique des petits collectionneurs. Personne ne connaissait mieux les sifflets ou les peignes qu'eux. Les temps ont changé, et nous arrivons maintenant en 1970, et entre 1970 et en 1980. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, l'âge d'or pour la Belgique au niveau de l'art africain et de l'art tribal en général. Parce que, comme vous allez voir, les découvertes faites par les Belges ne se limitent pas seulement à l'Afrique, mais c'est l'époque où il y avait à Bruxelles une bande de jeunes un peu fous qui avaient des yeux. Ils avaient vu les musées, ils avaient vu les collections, ils ont dit ben, on va aller sur place et on va essayer de trouver ces objets-là. Et je fais référence à Martial Bronsin, Pierre d'Artevel, Michel Wolf et d'autres, et moi-même. Nous sommes partis en Afrique à la recherche de nouvelles choses. Ils ont découvert les Hemba, qui étaient quasi pas connus, les Koussou, qu'on ne connaissait pas du tout, et certains styles Luba qui étaient totalement inconnus. Donc, un autre, Jean-Pierre Gernander, est parti en pionnier chez les Tabois, à ramener des objets sur les Tabois. Moi, je me suis inspiré de son voyage, je suis parti après lui et j'ai ramené d'autres objets de cette région. Pendant ce temps-là, au Nigeria, on sortait des objets qu'on ne connaissait pas. Les Mbochi, les Moumouye, les grandes statues funéraires Urobo. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Nok n'est pas arrivé en Europe en 2000 ou en 2010. Il y avait déjà à l'époque quelqu'un que je ne citerai pas qui travaillait dans l'ombre et qui a ramené des chefs-d'œuvre de Nok, dont cette fameuse grande statue de guerrier où on voit un guerrier avec son bouclier, sa lance, son herminette sur l'épaule, sa petite jupe avec ses petits personnages. Cette même personne avait aussi à l'époque ramené ce qui après est devenu un classique, c'est-à-dire les masques Mama, qui étaient totalement inconnus. Un peu plus tard, d'autres pionniers sont partis. Et là, je fais référence à Émile Deltaille, qui est le premier qui est parti
avec un ingénieur français sur le territoire au Mali pour essayer de trouver et financer des fouilles archéologiques. Immédiatement après, mon associé de l'époque, Philippe Guémiot, et moi-même l'avons suivi sur le terrain et nous avons, dans une région un peu différente, trouvé des choses extraordinaires qui se trouvent maintenant dans les plus grands musées, dans les plus grandes collections. Moi, l'archéologie, c'était bien, mais ce n'était pas mon dada. Je suis parti en Afrique de l'Est parce que, contrairement à ce qu'on pensait, tout le monde avait dit qu'il n'y avait pas d'art en Afrique de l'Est. J'ai trouvé les grands poteaux Giriyama et nous avons fait une très belle exposition en 1973 à Bruxelles avec mon associé Philippe Guimiot. Pendant ce temps-là, un ami me dit « Où vas-tu aller maintenant ?» Je dis « Je vais aller au Soudan. » Il me dit « J'espère que tu ne vas pas chez les Bongos. » Je dis « Oui. » Il m'a dit « Je t'en supplie, ne va pas parce que moi, ça fait des années que j'y travaille. » Et il est parti et a ramené les beaux bongos. Les bongos de la première génération qui ont très peu à voir avec les bongos qui sont sortis avant, puisqu'il était sur place et qu'il avait l'aide du gouvernement et il avait à sa disposition toute la logistique qu'il fallait, il a choisi les trucs les plus beaux. Il a laissé les autres qui sont revenus bien plus tard. En même temps, d'autres jeunes Belges sont partis chez les Konso en Éthiopie. Il y a eu d'abord, non, je ne vais pas citer leur nom, il y a eu trois personnes différentes qui sont parties, non seulement chez les Konso, mais aussi chez les Ngato pour sortir des objets. D'autres sont partis à Madagascar et ont sorti des poteaux funéraires. Pendant ce temps-là, Émile Delteil, en premier, est parti en Indonésie et il a été suivi par mon ami Ben Turch. Il a été suivi par Philippe Guimiot. Ils sont partis chez les Batak et ont ramené des choses qu'on n'avait jamais vues. Malheureusement, le public belge n'était pas prêt. Et nous avions fait, Philippe et moi, une très belle exposition Batak entre Galerie Continent à Bruxelles qui n'a eu aucun succès. Les gens n'étaient pas prêts, ne connaissaient pas. Après, il y a eu l'aventure de Bornéo avec les Dayaks. Il y a eu l'aventure de Leti. Il y a eu l'aventure de Ataoro, de Timor. Il y a eu l'aventure un peu plus loin, au Vietnam, en pleine guerre, ramener les poteaux funéraires, parce que pour une raison que je m'explique mal, mais en faisant l'analyse de la plupart des objets que les gens achetaient, que les collectionneurs cherchaient dans les années entre 1970 et 1980, 80% c'était de l'art funéraire. Est-ce que c'était à cause du côté érodé? Est-ce que c'était parce que c'était des nouvelles découvertes et que les gens, du fait de nous acheter ces objets-là, participaient d'une manière à nos aventures, à tous? Mais en tous les cas, c'est ce que les gens cherchaient à cette époque-là. Il y a un très beau poteau Moy exposé pour l'instant à l'Annonciature. On a poussé encore un peu plus loin, on est parti à Taïwan. Et on est parti à Botel Tobago pour chercher des objets sur les petites îles qui appartenaient aux aborigènes taïwanais. Nous arrivons maintenant en les années 1980-1990. Tintin va au Congo et l'art congolais part en Amérique. C'est l'époque où l'Amérique a une grande soif d'art congolais suite à deux expositions qui ont eu lieu, une organisée par le Père Cornet et une autre par une autre association, et qui ont fait le tour des grands musées américains avec l'art du Congo. Donc il y avait un côté demandeur en Amérique, tant au point de vue collection privée qu'au point de vue des collections officielles. En même temps, au Congo, il y a une expédition organisée par le Musée national du Zaïre, où mon ami Charlie Hainaut et d'autres gens vont dans l'Ituri et ils en ramènent des pagnes en écorce. On ne connaissait pas.
la grande découverte. Immédiatement, on organise à Bruxelles la première exposition qui a jamais eu lieu de Pagne. Ici, juste en face, là, la galerie où Pierre Loos est maintenant, il y a eu la première exposition au monde de Pagne de l'Itourie. Cette exposition, après, enfin, une exposition liée à cette exposition est partie à Munich. Là, c'est Robert Ferris Thompson qui a écrit le catalogue parce qu'il était tellement fasciné par le sujet qu'il est retourné sur place avec Charlie Hainaut. Et après, il y a eu une exposition à Chicago et du coup, les marchands d'art contemporain ont trouvé cet art fantastique. Malheureusement, sur place, les objets ayant un certain âge, il n'y en avait plus, mais les Congolais sont très gentils et ils en ont fait des milliers. Okay? Il y avait une telle demande et on cherchait toujours la nouveauté. Ils en ont fait avec des motifs qu'on n'a jamais vus, des couleurs qu'on n'a jamais vues. C'était extraordinaire. Et puisque de temps en temps on peut parler d'argent, et à l'époque où 25 000 $ c'était encore de l'argent, certains de ces pongos ont été vendus 25 000 $. Okay? Bien vite, les gens ont compris qu'il y avait un problème. Et le feu s'est éteint, c'est un peu l'aventure des tulipes en Hollande. L'aventure s'est terminée là. Pendant ce temps-là, les chercheurs continuent. Et ils cherchent des territoires de plus en plus lointains ou de plus en plus où, soi-disant, il n'y a pas d'art. Et on découvre au Congo les masques zoomorphes de gens qui sont liés de près ou de loin au monde de Luba. En même temps, mon ami Pierre Loos est au Congo et grâce à lui, nous avons découvert la richesse des tissus faits par les Kuba et leurs voisins. Il y a eu un engouement et un qui a vraiment, je dirais, mis tout ça en exergue, c'est M. Meurant, un artiste, qui lui a fait un très beau livre avec un titre un tout petit peu compliqué. Je l'ai tellement compliqué que je l'ai oublié. Mais en fait, c'est sur les tissus des Congos. Je crois que ça s'appelle la métamorphose ou la... Je ne sais plus. Enfin, un truc hyper compliqué. Là, les goûts deviennent plus modernes et nous avons, comme la plupart des gens savent, l'art portrait naturaliste, c'est la côte, l'art réaliste, c'est la savane, l'art stylisé ou abstrait, c'est la forêt. Nous entrons dans la forêt. Et nous y trouvons des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Voilà 3 exemples de choses qui n'avaient jamais été vues avant cette période. Vous avez de la chance parce qu'il y en a 2 qui se trouvent à l'Annonciature. Mais il n'y a pas que ça. Encouragé par cette aventure, on pousse plus loin dans une zone qui était supposée ne pas avoir d'art, c'est-à-dire le Maniema, et on trouve des choses qu'on n'avait jamais vues avant, chez les Bachis, chez les Nindu, et chez d'autres gens, les Péré, les Nande, les Hunde, au Maniema. Pendant ce temps-là, les gens qui travaillaient à Nok poussent aussi plus loin et ils vont à Katsina et ils trouvent un style de sculpture qu'on n'avait pas connu avant. D'autres, dont moi, poussant le bouchon encore plus loin, puisqu'on avait dit qu'il n'y avait pas d'art en Afrique de l'Est, on dit ben on va les voir. Et on est parti en Tanzanie et on a découvert toute la sculpture liée à l'initiation des femmes chez les Bantous matrilinéaires de la côte, ainsi que les grandes statues de danse des peuples de Tanzanie centrale. Suite à quoi il y a eu des expositions en Allemagne, il y a eu des livres, etc. Et c'est comme ça que nous terminons les années 1990. Maintenant, entre 1990 et 2000, l'art rituel congolais a été dans plusieurs expositions internationales. Il y a plein de livres, vous allez les trouver. Je ne vais pas les citer aujourd'hui. Mais les découvertes continuent. Et puisque j'avais été en Itourie
pour regarder les gens qui faisaient les tissus pygmées, j'ai redécouvert, parce que c'est pas moi qui ai découvert, les masques de Littori. Les masques de Littori étaient connus depuis les années 20. Ils ont été trouvés aussi par Turnbull, qui a fait toutes ses recherches sur les pygmées. D'ailleurs, au musée de Tervuren, il y a un masque de Littori qui a été ramené par Turnbull dans les années 50. Mais ça a beaucoup énervé les gens qu'on ouvre quelque chose de nouveau dans une zone qui était supposée être vierge d'art. Heureusement, la dame qui était la spécialiste de la région, c'est-à-dire Mademoiselle Wangelu, a eu la gentillesse d'écrire un préface pour le livre que j'ai publié à cette occasion-là. Mais il y a eu une levée de bouclier de la part de l'ULB à Bruxelles, où on a dit que j'ai profité et que je me suis fait passer pour un professeur sur le terrain pour récolter des objets, alors qu'il n'en est rien. J'ai simplement fait mon métier, qui est à dire de collecter sur le terrain. Ceci est un des derniers tissus que j'avais trouvé sur place lorsque j'étais en Litourie. Et après, comme on avait maintenant bien exploré la région d'Afrique de l'Est, donc la Tanzanie, on a poussé un peu plus loin, on est parti au Mozambique. Et là, il y a des chercheurs de terrain français qui ont aidé à découvrir le terrain, suite à quoi on est parti en Zambie, où là aussi, très peu de gens savaient qu'il y avait des masques, parce qu'on connaissait quelques masques Chokwe, mais il y avait d'autres gens en Zambie qui, eux aussi, faisaient des masques qui étaient aussi liés au grand monde Lunda. Il y a eu les Mbunda qui ont été découverts par... Enfin, pas découverts, le garçon qui était sur place, c'est le petit Kleichmann de Paris qui a rapporté les premiers. Nous sommes maintenant en 2010, le marché a changé, les salles de vente sont rentrées dans la danse, de moins en moins les marchands font des découvertes, les gens qui étaient excités par les nouvelles découvertes, ils vont dans les galeries, ils voient des choses qu'ils connaissent déjà, donc il y a une espèce de diminution de l'engouement, et ça correspond un peu à l'époque. D'un côté, il y a moins de découvertes, et de l'autre côté, les prix augmentent. Donc, du coup, il y a toute une classe de collectionneurs qui disparaît, qui sont remplacés, par contre, par d'autres collectionneurs ayant beaucoup plus de moyens, peut-être moins de passion et moins de connaissances, mais beaucoup plus de moyens, et de ce fait-là, les prix augmentent encore. Il y a une espèce d'engouement suite à l'exposition Beauté fatale organisée par Jan Elson au Crédit communal pour les armes. Et comme les armes sont des choses qui ne sont pas chères du tout, et qu'il y en a beaucoup, puisque nous avions beaucoup de soldats au Congo qui en ont ramené beaucoup, donc il y a beaucoup d'armes, donc le prix sont abordables. Elles n'ont pas toute cette qualité-là, mais ça permet aux gens qui ont peu de moyens de se faire une collection et de se forger une idée de ce qu'est la technologie et l'art africain. Tout à coup, un intérêt aussi pour les objets ayant une forme moderne, bien faite. C'est-à-dire que l'ethnographie, la très belle ethnographie, tout à coup a un engouement. Et il y a un moment où le prix d'une chaise dépasse le prix d'une statue ou le prix d'un masque. Pour moi, ça ne pose aucun problème, mais je trouve ça fantastique que les gens reconnaissent le savoir-faire des artisans africains et qu'il n'y a pas que l'art, qu'aussi l'artisanat. Pour moi, il n'y a pas de distinction entre l'art et l'artisanat, parce que la frontière est très floue. Le monsieur qui a fait ce siège, c'est un artisan, mais c'est avant tout un artiste. Donc, il y a un engouement pour les objets ayant une forme, je dirais, moderne, mais qui ont de l'âge. Là, il y a un nouveau phénomène, c'est-à-dire que parmi les gens fortunés ou très fortunés dont j'ai parlé avant, il manque parfois une certaine connaissance, parce qu'ils n'ont pas suivi les pas, ils n'ont pas commencé à collectionner une cuillère, un peigne, un petit masque, une petite statue, ils ont directement voulu acheter des chefs-d'œuvre. Il en résulte que, dans
les grandes salles de vente, Sotheby's pour ne pas les citer, on vend des objets qui n'ont probablement jamais été employés. Mais malgré tout ça, ils ont quand même atteint la modique somme de 2 millions de dollars. Dans la même vente, il y a eu un masque qui est 19e, qui est très beau, qui est authentique, qui est rare. 8 000 dollars. Il faut m'expliquer. Peut-être, suite au livre que j'ai publié avec mes amis sur les ivoires, un petit haut de Cannes Bakongo, 350 000 dollars. Et pendant ce temps-là, heureusement, ceux qui ont un œil, qui ont vraiment une connaissance et qui ont une passion, peuvent encore trouver chez les commerçants, non seulement au Sablon, mais dans les environs, et aussi lors de manifestations comme Brunéaf pour l'instant, des objets authentiques faits par les gens qui n'ont pas été chipotés pour des sommes tout à fait, je dirais, modestes et abordables. Entre 2000 et 2015, c'est un peu le bouleversement. Les gens ne savent plus. Et je ne parle pas seulement des collectionneurs, je parle aussi des marchands, parce que la base du commerce, c'est les marchands. Les marchands ne savent plus quoi montrer, parce qu'on ne sait pas ce que les gens cherchent. On dit, tiens, ils cherchent des armes. On met des armes, ils n'en veulent pas. On met des tissus, ils n'en veulent pas. On met des terres cuites, ils n'en veulent pas. On ne sait pas. Ils veulent des objets avec un pédigré. Ah, vous voulez du pédigré? Oh ben, c'est pas grave. Moi, chaque pédigré, c'est un zéro en plus. Un objet à 1000 devient 10 000. S'il y a 2 pédigrés, c'est 100 000. S'il y a 3 pédigrés, c'est 1 million. Puisque c'est ça qu'ils veulent. Alors, c'est un peu déboussolant pour nous, les marchands, parce qu'on fait notre métier avec amour. On ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'on trouve un objet qui est tout à fait authentique, qui a une âme, qui a servi, qui est rare. Les gens n'en veulent pas. Par contre, on trouve un truc à moitié convenable, mais qui a été exposé à la Galerie Pigalle en 1932, qui appartient à Van Piepersele, et là, ça fait 2 millions. Il faut nous expliquer. Nous, on ne demande qu'une chose, c'est vous faire plaisir. Alors dites-nous ce qu'on doit faire. Merci.